Infirmière de soins intensifs à 24 ans, étudiante en médecine avec un bébé de 4 mois, formée un GMFU dans des roulottes, Marie-Pierre Chabot. On se connaît, ça fait une vingtaine d'années. Quand elle était infirmière ou à la fin de son bac. Puis là, maintenant, elle nous raconte son histoire. Salon des médecins, épisode 18. Salut tout le monde. Aujourd'hui, je suis avec Marie-Pierre Chabot. Marie-Pierre est une infirmière médecin maintenant, que je connais depuis plusieurs années, en fait. Et puis que je suis vraiment content qu'elle se joigne à nous aujourd'hui pour une petite discussion. Fait que j'ai commencé justement un peu avec le punch, là, mais parle-nous de ton parcours académique. Oui, ben en fait, il y a beaucoup de choses qui sont arrivées par accident volontaire. Peut-être dans mon parcours, il y a rien qui était calculé, mesuré. Moi, je suis rentrée au cégep en sciences pures parce que c'est la chose à faire pour s'ouvrir des portes. Puis finalement, après 2 jours et demi, après mon deuxième cours de maths, à la pause, j'ai ramassé mes affaires, puis j'étais allée au bureau des admissions, puis j'ai dit, il reste une place en soins infirmiers. Parce que la veille, j'étais à la coop, j'achetais mes livres de maths, de physique, puis j'étais comme, je peux pas croire que je vais faire ça encore pendant 2 ans. Puis je voyais mes amis du secondaire qui achetaient leurs livres de soins infirmiers, puis qui avaient de l'air tellement heureux, à triper. Fait que mon parcours en soins a comme bifurqué là, mais avant ça, j'étais sauveteur, je faisais du premier soin avec l'ambulance Saint-Jean, fait que je baignais déjà dans le domaine du soin. Fait que c'était pas une surprise pour personne, mais ça s'est fait entre 2 périodes de cours au cégep. Puis j'ai fait mon deck en soins infirmiers au cégep Sainte-Foy. Je savais que je voulais faire le bac continuer après. C'est ce que j'ai fait. J'ai continué au bac en sciences infirmières. J'ai commencé à l'Université de Montréal. Après ça, j'ai appris que l'Université de Sherbrooke avait un pavillon à Longueuil. Donc, j'ai changé d'université pour finir mon bac à Sherbrooke. C'est à ce moment-là que je t'ai rencontré, Marc-Émile, quand j'étais au bac en soins infirmiers. Fait que ça fait presque 20 ans déjà. Puis, c'est là que j'ai commencé à m'impliquer dans toutes sortes de comités et de projets. Ensuite, c'est la chose logique, c'est de poursuivre à la maîtrise en sciences cliniques de l'Université de Sherbrooke, toujours à Longueuil. Moi, je travaillais sur le sujet de la collaboration interprofessionnelle pour améliorer la gestion de la douleur aux soins intensifs. Puis, avec une couche de plus qui était sur la formation à la collaboration interprofessionnelle, fait qu'un aspect pédagogique aussi dans ma maîtrise, ça donnait un super beau mémoire, mais rien de très concret. Puis, c'est ce qui arrive souvent sur les projets de recherche. On peut profiter de ça pour parler un peu de comment on s'est rencontrés finalement, parce que c'est un peu en lien avec ça. Oui, mais en fait, je me rappelle plus toi si t'étais déjà impliqué dans le conseil étudiant au niveau médical, mais moi j'étais, je pense à ce moment-là, j'étais la VP de notre asso étudiante, mais pour la section Longueuil pour l'Université de Sherbrooke. Puis on a eu la chance d'être envoyés à Whistler pour une conférence qui était le New Health Professional Network. C'était celui-là? Non, NHSSA, je pense, qui était en fait une campagne pan-canadienne financée par le gouvernement canadien pour faire la promotion de la collaboration interprofessionnelle. Fait que là-bas, on a eu plein de formations, on a eu la chance de rencontrer des étudiants dans tous les domaines de la santé. Je sais pas si tu as d'autres souvenirs. En tout cas, c'était très plaisant comme conférence. Non, c'était à Whistler. à Whistler. Puis quand même, c'est le petit bonus de plus. Puis l'année d'après, c'était à Vancouver. Fait qu'on n'a pas fait pitié, mais quand même, on a travaillé fort avec ça. Tous les deux, on avait à ce moment-là débuté l'association des étudiants en sciences de santé de l'Université de Sherbrooke. Je suis pas sûre que ça existe encore, malheureusement. Je suis pas sûre qu'on a pérennisé la chose, mais on a essayé fort. Puis dans la même époque, on a été militants aussi parce que on s'est rendu à Toronto au moins 2 fois pour puis là, j'oublie le nom de cette organisation là, mais c'était ça le New Health Professional Network qui était pour la promotion d'un système de santé public. Au Canada, parce que c'était au tournant, je pense, autour du jugement Chaouli là, qui ouvrait la porte au privé avec le remboursement par les assurances. Là. Fait qu'on a été des militants à ce sujet-là. Donc, fait que ça, c'était pendant le bac et maîtrise. Ouais, mais comme emploi étudiant, j'étais infirmière aux soins intensifs de nuit. Fait que c'était quand même un emploi étudiant quand même intéressant. Oui, quand même. Puis,
à partir de là, ben j'ai dévié un peu vers la recherche puis la gestion, puis je me suis éloignée des patients. Fait que là, j'ai changé d'hôpital, je suis devenue coordonnatrice des activités de soins. Fait que ça, c'est comme le gestionnaire de garde sur place 24/7 dans l'hôpital. Fait que c'était vraiment plus gérer le staff, s'assurer qu'il manque pas d'infirmières, de préposés à nulle part, gérer les lits, les admissions, les priorités opératoires, quand tous les autres gestionnaires sont pas là. Donc, de soir, de nuit, de fin de semaine. Fait que c'est c'est ça. Avec les pouvoirs délégués de tous les autres gestionnaires. Fait que c'est quand même beaucoup de responsabilités. J'avais 24 ans quand j'ai commencé à faire ça. Fait que j'étais quand même dans les plus jeunes à faire ça. Puis je l'ai fait pendant quelques années. Puis je me suis rendu compte que les patients me manquaient. Il me manquait quelque chose en gérant juste les soins. Là, il me manquait quelque chose d'humain. Puis là, ben quand j'avais 27 ans, que j'étais rendue enceinte de 20 semaines, ben j'ai eu une petite bulle au cerveau qui m'a dit, ben essaye donc d'appliquer en médecine. C'est comme maintenant ou jamais. Essaye-le, tu sais. Fait que je me suis inscrite au bac 120 crédits parce qu'il fallait que je fasse les cours de chimie physique que j'avais pas fait au cégep. J'ai commencé ça enceinte de 20 quelques semaines. Puis, je me suis inscrite en médecine en même temps. Non, je pense que il va falloir que je fasse plusieurs avertissements pendant notre entrevue. C'est pas nécessairement un modèle à suivre ce que j'ai fait. Je suis vraiment très fière de mon parcours, là. Je suis vraiment très fière. Mais c'est pas un modèle à suivre parce que il y a beaucoup de sacrifices qui viennent avec ça. Puis, il faut vraiment que ça te tente. Tu sais, moi, à ce moment-là dans ma vie, c'était ça qui était la chose à faire. Fait que c'était en ligne avec mes valeurs, mais si quelqu'un veut profiter de sa bédaine et être autour de sa bédaine pendant sa grossesse, c'est correct aussi de pas décider de changer de carrière à ce moment-là. Hein? C'est correct. Fait que les femmes sont libres de faire ce qu'elles veulent. Hein? Donc, moi, j'ai eu cette petite bulle-là. Il y en a que c'est les cornichons. Moi, c'était de rentrer en médecine. Mais j'ai une de mes amies super inspirantes, Dr. Evelyne Bourdois-Roy, qui avait fait le même cheminement quelques années avant. Puis elle partait de la traduction. Fait que je me disais, ben, c'est inspirant. Là. J'ai vu quelqu'un retourner à l'école, faire les cours de chimie physique, maths qu'elle avait jamais fait parce qu'elle était plus en langue qu'en sciences. Puis elle était capable, elle est rentrée. Fait que, OK, il faut que je l'essaye, sinon je vais le regretter sur mon lit de mort. Puis pourtant, ça avait jamais été mon plan de rentrer en médecine, mais là, enceinte, c'était rendu fallait que je l'essaye. Puis, ben, ça a marché. Fait que j'avais un bébé d'une semaine et demie quand j'ai fait mon entrevue d'admission. Ouais. Les MEM, où est-ce qu'on est, pour ceux qui l'ont vécu, là, on est un peu séquestrés pendant plusieurs heures. Fait qu'avec une montée de lait, c'était super agréable. Oui. Mais c'est pour ça, c'est pas un modèle à suivre. Je vois ta face, Marc-Émile, là. Effectivement, c'est pas un modèle à suivre si c'est pas ça que vous voulez faire. Mais si c'est ça que vous voulez faire, c'est faisable. C'est faisable, OK? On survit à ça. Fait que j'ai commencé mes études en médecine avec un bébé de 4 mois. Fait que je partais d'une bonne job de gestionnaire très bien payé. Mon chum qui est en transformation des produits forestiers, qui supervisait des installations de machines partout au Canada et États-Unis, qui était parti la moitié de l'année, il pouvait pas garder cette job-là. Fait qu'on est passé d'un revenu familial de 150 000 par année à 50 000 par année. Fait que ça a fait un petit trou dans le budget, ma réorientation de carrière. Fort heureusement, c'est pas ça qui a drivé mes décisions après, mais quand même, c'est à prendre en compte. On fait un changement de carrière plus tard dans la vie, quand on a déjà des enfants, une maison, tout ça, tu sais, ça vient teinter les choix qu'on fait après. Donc c'est ça, fait que j'ai commencé mes études avec un bébé de 4 mois. Je pense que c'était une bonne chose d'avoir un bébé pendant les études de médecine parce que j'étais hyper focus sur 2 choses. Ma famille, puis mes études. Fait que je me suis pas embarquée dans 12 000 projets, je me suis pas impliquée autant que j'aurais eu envie parce que, mon Dieu, des comités en médecine, il y en a. J'aurais dit oui à tout, tandis que là, j'avais pas le choix de me restreindre, puis c'est probablement ça qui a sauvé ma santé mentale. À ce moment-là, oui, c'était très chargé, mais j'étais hyper focus sur ce que j'avais besoin de faire. Puis, j'ai survécu à mes études en médecine. Pendant mes études en médecine, c'est à ce moment-là que j'ai eu mon diagnostic de TDAH. Fait que je sais pas si tu le savais. Marc-Émile? Non, je t'en avais jamais parlé. Non, mais je suis pas surpris, par exemple. Bon, c'est ça. Je m'en doutais. Donc, ça aussi, c'est un peu tabou. Tu sais, comment quelqu'un peut se rendre à des études universitaires avec un TDAH? Ben, parce qu'il était compensé par un super trouble anxieux, avec des traits obsessionnels compulsifs qui me permettent de compenser.
Non, mais c'est bien fait quand même, tu sais. Puis les troubles anxieux, ben, ils viennent jamais seuls, là. Ils viennent en famille, là, tu sais, avec un petit peu de phobie sociale. C'est ça, un peu de tag. Tu sais, c'est parfait pour compenser un TDAH. C'est parfait. Sauf que quand les exigences professionnelles dépassent les capacités de compensation, ben, c'est là que les symptômes arrivent. Puis souvent, chez les femmes, c'est ça va être plus tard dans la vie que les symptômes vont apparaître parce que, ben, c'est pas comme les petits gars hyperactifs qu'au primaire, on le sait, qui sont hyperactifs. Moi, ma prof de maternelle avait dit à mes parents que je finirais sûrement pas mon secondaire parce que j'étais pas capable. Ouais, c'est ça. Parce que j'étais pas capable en fait, j'écoutais pas, mais c'est parce que j'entendais pas. Fait que là, ils pensaient que j'étais sourde. Mais c'est parce que si quelqu'un était dans mon dos puis me parlait pendant que moi j'étais captivée par quelque chose, jamais que je l'entendais. Parce que le déficit d'attention, c'est pas un déficit d'attention, c'est un excès d'attention, mais pas sur la bonne patente que tu es supposé faire. Fait que, heureusement, la médication aide un peu à focaliser. Donc, c'est pendant mes études en médecine que j'ai eu mon diagnostic, que j'ai commencé les traitements. Ah, ça m'a amené une certaine paix mentale, quand même. Puis, donc, c'est ça. Donc, j'ai terminé mon préclinique. Le CARMS, pour moi, c'était 2014-2015, en pleine crise de Barrett. De réforme du réseau encore, tout le bashing qui était fait sur les médecins de famille. C'était horrible à ce moment-là. Encore là, j'étais une militante. J'ai des photos de moi avec mes enfants, la poussette et les pancartes pour militer contre le projet de loi 20 à l'époque. Un petit déjà-vu qui est arrivé à l'automne aussi. Mais ça m'a pas découragée. J'ai toujours été convaincue que c'est en médecine de famille que j'allais aller. Désolée, j'ai des enfants pas loin, ça se peut qu'il y ait un peu de bruit. Donc, ça m'a pas découragée d'aller en médecine de famille parce que c'était clair que c'était ça que je voulais faire. Parce que j'ai un beau problème dans la vie, j'aime tout ce que je fais. Puis, je veux tout faire à 200%. Fait que dans toutes les spécialités, il fallait que je sacrifie trop de choses. Alors qu'en médecine de famille, ben, tout ce qui me faisait triper, je pouvais faire de la mini-chirurgie, les accouchements, je pouvais tout faire. Bon, il a fallu que je sélectionne un peu plus pour ma pratique parce qu'à moins d'aller travailler dans le Grand Nord, c'est pas possible de tout faire ça. Fait qu'il a fallu que je fasse des choix. Mais heureusement, Barrett m'a pas découragée d'aller en médecine de famille. J'ai maintenu mon objectif. J'ai fait ma résidence à l'UMF Notre-Dame à Montréal, qui était à côté de chez moi. Fait que je voyageais à pied pour la plupart de mes stages. Fait que ça, c'est vraiment parfait. Puis, je suis allée me chercher des stages de plus pour faire de la médecine d'urgence. J'avais appliqué pour le MU3. J'ai pas eu la place, mais en même temps, je savais que j'avais un emploi déjà confirmé dans une urgence à Pierre-Boucher, à Longueuil. Donc, tant mieux. J'ai pu commencer à travailler à l'urgence tout de suite quand j'ai terminé ma résidence. Fait que ça, on est en 2017 à ce moment-là, puis j'avais 35 ans à ce moment-là. Fait que je suis arrivée sur le tard, quand même, en médecine. Puis dès le départ, j'ai fait de l'urgence puis de la prise en charge. Ça a été ma décision là pour pas trop en prendre sur mes épaules, là, pour avoir une pratique mixte, mais c'est ça, qui est compatible avec une vie familiale quand même. Quel genre de pourcentage on parle? À peu près 50-50. Au début, c'était peut-être un peu plus d'urgence, mais rapidement, c'est devenu à peu près 50-50. Mais il y a beaucoup de choses dans les calculs qu'on oublie en médecine. C'est pas juste le temps avec les patients, c'est tout le temps invisible. Fait que les notes, les révisions de dossiers, les suivis, les formations, les réunions pour les 2 milieux de travail. Fait que finalement, ben pendant plusieurs années, là, jusqu'à tout récemment, ben en fait, tout le monde autour de moi le voyait. Là, il savait que je travaillais trop. Il y a juste moi qui le voyais pas. Je faisais quasiment l'équivalent de 2 temps plein finalement. Pour des gens qui travaillent, tu sais, un temps plein normal, là, dans les normes du travail, c'est 35-40 heures par semaine. Fait que je faisais pratiquement 2 temps plein. Fait qu'à un moment donné, j'ai comme compris que c'était un peu trop. Puis quand même rapidement, en fond, après 2 ans de pratique, j'étais déjà pas mal essoufflée. Mais j'avais fait des changements, j'avais aménagé mon horaire, puis je remontais la pente, ça allait pas pire. Puis la pandémie est arrivée. Fait que ça a comme un peu changé les choses, mais pour les anxieux, ce qui est bien, c'est quand la source d'anxiété est identifiée, on devient calme. Fait que moi, la pandémie, c'était zen, là. Là, je savais, il était où le danger, j'avais pas besoin de me l'imaginer, je savais, il était où. Fait que, non, mais, quand même. Fait que je cherchais plus, je savais, il était où. Fait que j'ai envoyé mes enfants, puis mon chum, au chalet, puis je suis restée chez nous pour
travaillé à ce moment-là avec une de mes collègues. On a pris la co-chefferie de notre département, de notre service d'urgence parce que ça donnait comme ça. Notre chef, elle avait fini son mandat à ce moment-là. Donc, on a fait ça dans le rush de la pandémie, d'essayer que ça continue à fonctionner quand même. Puis, on pense qu'on a passé à travers quand même bien. Puis, après 2 ans, je sentais que j'avais fait le tour de la chefferie d'une urgence. J'avais été déjà gestionnaire comme infirmière, puis là, je sentais que je retombais dans les mêmes choses où je m'éloignais des patients. Le côté clinique me manquait. Bon, fait que je me suis dit, je referais pas la même chose, fait que je vais revenir plus aux patients. Quelques semaines après, une autre proposition que je peux pas refuser qui arrive. On me propose de reprendre le poste de représentante locale du DRMG pour mon RLS à Pierre-Boucher. Fait que, pendant 2 ans, j'ai fait ça. Fait que là, après 2 ans, encore une fois, je me rends compte que je travaille beaucoup trop puis que je suis encore en train de m'éloigner des patients parce que on the side, je fais encore de l'urgence puis du bureau, là. Tu sais, faut, tu sais, quand même. Fait que là, après ça, je commence à à contempler l'idée de laisser partir le DRMG et arrive un encore plus beau projet, le démarrage d'un GMFU. Et si je fais pas dire non, non plus. C'est tellement, ça c'est un rêve là, de partir une clinique là, mais avec tout le soutien du système public. Tout le CIS était derrière nous parce qu'il y avait vraiment une volonté de démarrer un autre GMFU sur notre territoire. Donc au départ, on était un petit groupe de 4-5 médecins avec les gestionnaires. Puis on a démarré ça, le GMFU des Montérégiennes qui est affilié à l'Université de Montréal. On est à Boucherville, mais collé sur Longueuil. Au départ, on a starté ça. Moi, j'ai déménagé mes patients là à l'automne 2022. On a commencé ça dans des roulottes temporaires derrière l'hôpital. Mais ces roulottes temporaires-là, ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'ai fait mon entrevue pour être pris comme infirmière aux soins intensifs en 2003, là-bas, il était déjà temporaire, ces roulottes-là. Et elles sont toujours présentes. Il y en Temporairement. a ici aussi de ça, là, des bâtisses temporaires. C'est ça. Mais sont en train d'être démolies, là. Mais... Ils sont toujours à veille. C'est ça. Avant qu'elles tombent, quand même. Donc, j'ai ça. Le beau projet de GMFU qu'on a démarré dans des roulottes, c'était tout petit. Puis après ça, on a eu nos locaux permanents. On a redéménagé à l'automne 2024. Super belle clinique neuve. Vraiment tout aux normes là, du jour. Puis nos premiers résidents ont commencé avec nous en 2024. Avant ça, on avait des externes, des étudiants IPS. Mais là, vraiment, 1er juillet 2024, là, on avait notre première cohorte. Fait que notre première cohorte de résidents vient de terminer au 30 juin cette année. Fait que nos petits poussins ont quitté le nid. Fait que je suis bien fière d'eux autres. Puis il y en a qui continuent à travailler avec nous maintenant. Fait que c'est un beau succès quand on les voit. Donc, c'est ça. Fait que là, c'est mine de rien, partir en GMFU, c'est beaucoup d'efforts. Puis après ça, il y a toutes les cours à monter parce qu'on part de rien. Fait encore une fois, je me suis retrouvée la langue à terre. Mais ça a été long avant que je m'en rende compte. Parce que quand on est dans un mode de travail tout le temps, pour compenser, je prenais des journées de congé pour travailler, pour rattraper le retard dans mes notes, mes dossiers. Puis pour finalement me rendre compte que c'est l'automne passé, j'ai eu ce constat-là. C'est que j'avais pas eu de vraies vacances depuis la semaine de relâche qui avait précédé la fermeture de tout en 2020 avec la pandémie. Depuis ce temps-là, j'avais tout le temps travaillé pendant mes vacances, au moins 10-15 heures par semaine. Fait que quand j'ai fait ce constat-là l'automne passé, puis c'est grâce à un cours de l'Université de Sherbrooke, j'ai fait le cours le MBSR pour professionnels de la santé, fait qu'InfoPub pour l'Université de Sherbrooke. J'ai pas de part là-dedans, mais c'est un super bon cours, 28 crédits de formation. C'est vraiment du mindfulness-based. En fait, c'est un cours de pleine conscience, là, mais pour les professionnels de la santé, où est-ce qu'on n'a pas le choix de ralentir. Puis c'est un gros investissement, là. C'est 1 heure de pratique par jour, des notes à prendre, 3 heures de cours par semaine sur 8-9 semaines. Fait que ça, l'automne passé, ça m'a forcé à ralentir puis à constater que ça avait pas d'allure, ce que je faisais comme rythme de travail. Mais j'ai continué quand même, peut-être baissé, parce que c'est ça qui est ça. C'est un beau problème. J'aime tout ce que je fais. Puis je le fais à 200% tout le temps. Puis, finalement, j'ai atteint mon point de rupture après avoir pogné un virus à l'automne, pogné le COVID la première journée de mes vacances à Noël, pogné un autre virus en janvier. Fait que la date est gravée dans ma mémoire, le 4 février, c'est là que j'ai rencontré mon mur.
Puis heureusement, j'ai rencontré dans le corridor de ma clinique des gens merveilleux avec qui je travaille, qui m'ont ramassé en train de brailler et qui m'ont dit, OK, on va prendre des patients sans rendez-vous, on va s'arranger, là, tu sais, ça marche pas, faut que t'arrêtes. Tu sais, t'es plus capable. Puis effectivement, j'étais plus capable. Puis juste de faire, tu sais, le constat, là, de dire, OK, là, ça a plus d'allure, je suis bien trop fatiguée, je vois pas comment je vais me rendre au printemps. Ben, d'arrêter là, c'est comme enfin je voyais le, tu sais, puis là temporairement j'allais plus voir de patients, tu sais, tout le monde allait prendre le relais à la clinique, comme la pression va baisser, il me restait 4 chiffres d'urgence, un rush à faire avant que je tombe en vacances pour la relâche, tout avait l'air de se placer. Puis là ben je suis allée promener mes chiens parce que j'avais une journée de congé enfin et je me suis cassé le pied en promenant mes chiens. Ouais. Ouais. À la blague, j'ai oublié de canceller ma commande Amazon. Parce que toute l'automne, quand j'étais fatiguée, je me disais, si je pouvais me casser une jambe pour être en invalidité pendant un petit bout puis prendre un break, là. Mais là, ma décision était prise, là, c'était fait, là. J'avais pas besoin de me casser quelque chose en plus. Mais je pense que clairement, la vie m'envoyait un message qu'il fallait que je m'assoie, qu'il fallait que je ralentisse puis que je réfléchisse. Parce que c'est juste trop. Fait que, avec ma patte cassée, puis du temps pour réfléchir, ben j'en suis venue à la conclusion qu'il fallait que j'arrête quelque chose dans ma pratique, même si j'aime tout. Euh, c'est trop. Puis encore là, le choix a été tellement difficile entre est-ce que c'est l'urgence ou c'est le bureau que j'arrête parce que là les deux étaient plus compatibles. Puis l'urgence arrêter pendant une couple d'années puis revenir, je pense que la marche serait trop haute parce que c'est stressant. Un jour, je vais pouvoir revenir au bureau. Fait que je viens de prendre ma décision. Ça fait quelques semaines, ça a été annoncé à mon équipe. J'arrête la prise en charge. Fait que là, ben, envers mes patients, je me sens super mal. Parce que je les aime tellement, mes patients. Parce qu'en plus, ce que j'ai pas dit, c'est qu'avec certains de mes patients, je fais des suivis de psychothérapie. Fait que depuis 2018, avec le Collège des médecins, j'accumule les crédits de formation continue en psychothérapie pour avoir le droit de pratiquer la psychothérapie. Fait que j'ai une pratique un peu particulière comme médecin de famille. Tu coches cette partie-là dans le collège, là, dans Oui, ton oui, renouvellement oui. Ouais, c'est ça. Oui, fait que moi, j'ai des crédits de formation catégorie D, psychothérapie, là, fait que moi, il y a une ligne qui se rajoute dans mon renouvellement. Ça coûte pas plus cher. C'est juste que, puis les crédits de formation, pour ceux que ça intéresse, faut faire 90 crédits de formation continue par cycle de 5 ans, mais ils sont cumulés avec les autres crédits de formation. Fait que c'est pas 90 de plus. Ça s'inclut, puis il faut aviser le collège, idéalement avoir un superviseur de psychothérapie, ce que j'ai, pour réviser nos cas, puis être un peu comme du tutorat. Ouais, j'avais oublié de dire ça dans tout ce que je faisais. J'en oublie. Donc, c'est ça. Fait que, moi, c'était des longs rendez-vous avec mes patients, beaucoup d'investissements. Donc, c'est ça. Fait que je me sens super mal envers eux. Mais là, je viens d'avoir la confirmation, heureusement, qu'ils vont tous avoir un médecin de famille attitré parce que j'ai réussi à les transférer à des médecins de la région. Fait que ça m'enlève un poids, là, parce que la culpabilité est forte en médecine. On veut tout le temps être parfait partout, tout le temps, mais c'est pas possible. À un moment donné, c'est juste trop, puis c'est correct de ralentir, puis c'est correct de choisir aussi. Tu sais, j'ai 44 ans maintenant, là, puis c'est là que je le réalise. Puis même si tout le monde autour de moi me l'a dit, même mon médecin de famille me l'a dit, tu sais, c'est peut-être tout much de tout faire, puis c'est correct d'arrêter de faire de la prise en charge. Tu sais, quand même, ton médecin de famille te dit que c'est correct. C'est ça, c'est que j'ai écouté la sagesse, j'ai parlé à plein de gens autour de moi qui m'ont supporté là-dedans. Puis vraiment, la grosse différence que je vois peut-être dans mon évolution positive là, depuis mon mur que j'ai frappé en février puis maintenant, c'est l'équipe puis mes proches. Parce que tout le monde a été hyper supportant. J'ai pas senti de pression de l'équipe pour être obligée de revenir le plus vite possible au bureau. Puis ils ont pris le relais pour mes patients. Fait que je savais que mes patients étaient en sécurité. Et je pense que ça a fait toute une différence. Parce que malheureusement, on l'a vu là, dans les dernières semaines puis dans les derniers mois, des suicides en médecine, il y en a. Puis ce que les stats tentent à démontrer, c'est que pour les femmes, c'est surreprésenté. Il y en aurait plus que la population. Pour les hommes, ce serait pas mal équivalent, mais chez les femmes, il y en a plus. Puis peut-être que ce tourbillon-là d'exigences entre être une maman, être un médecin, tout faire, puis tout faire parfaitement, parce qu'on peut pas faire à moitié les choses en médecine, ben c'est peut-être des exigences qui sont irréalistes. Fait que c'est correct de prendre des décisions, puis de
protéger sa vie personnelle, puis c'est ça, de mettre des limites entre les deux. Je pense que c'est correct. Puis tu sais, mes gars sont rendus vieux, là. Si on fait le calcul, là, ils étaient bébés quand j'ai commencé. Ben maintenant, j'ai 2 grands ados, 14 puis 16 ans, puis étonnamment, c'est maintenant qu'ils ont besoin de maman. Parce qu'ils font des plus grosses niaiseries à cet âge-là. ça prend une supervision différente. Mais tu sais, les choix de carrière, les cours de conduite, tu sais, c'est autre chose. Puis j'ai envie d'être là parce que si je suis pas là maintenant pour eux, ben je le serai jamais parce que pas que j'ai été une maman absente, mais j'ai été une maman carriériste. C'est mon chum qui a pris les congés de paternité. Là. Moi à la blague je dis j'ai accouché puis j'y ai donné le bébé puis je suis retournée à l'école. Là. Mais c'est pas mal ça qui est arrivé. Là. J'ai pas arrêté. J'ai arrêté je pense 13 jours au premier. Non, 7 jours au premier, 13 au deuxième. En tout cas, on a fait la même. Encore là, c'est pas un modèle à suivre. Pour moi, c'était la chose qui était correcte à ce moment-là et je regrette pas du tout. Parce que j'avais le soutien pour le faire. Aussi, c'était réaliste pour moi de le faire avec le soutien que j'avais. Puis c'est ça que je voulais faire. Fait que ça, c'est important, là. Toutes les femmes peuvent faire ce qu'elles veulent, tant que c'est leur choix. Un petit message féministe. Puis là, faut que tu m'arrêtes, là, parce que moi, tu sais, je peux parler à l'infini pendant 3 heures si tu m'arrêtes pas. OK. Fait, et c'est déballé. Je vais essayer de retourner un peu dans ce que tu disais, des affaires qui m'ont accroché. Notamment à ton début des années en médecine. Tu partais un peu comme tu soulevais tantôt, de un revenu très acceptable, en couple avec ton conjoint, ça allait quand même bien à ce niveau-là. Lui, il avait sa carrière, il était quand même, sur la route puis tout ça, donc il avait vraiment une carrière en bonne et due forme. Puis du jour au lendemain, ça a pris tout le champ là. Puis il est devenu papa à la maison. Puis tu faisais mention comme un moment donné aussi, dans la pandémie, il est parti avec les enfants. Puis toi tu travaillais là. Fait donc lui, il a quand même été essentiellement son implication est primordiale dans ton cheminement là. S'il avait pas été là, ça m'aurait pris une nounou, une cuisinière, une femme de ménage, un homme à tout faire. J'aurais eu une équipe nécessaire pour tout faire ce qu'il faisait à la maison. Fait en sous-traitant, ça aurait coûté une fortune. Fait que vraiment une chance qu'il était là. Mais mais ça pour lui, c'est venu avec un coût parce que il a vécu ce que la plupart des femmes à l'époque vivaient, le trou dans le CV, le trou dans la carrière. Parce que en mettant toutes ses activités professionnelles sur pause pendant plus de 10 ans, ben là, quand il applique sur des postes, parce que là, nos enfants sont plus grands, fait il peut recommencer à travailler, mais des offres d'emploi qui correspondent à où est-ce que lui est rendu, où est-ce qu'il était rendu dans sa carrière à l'époque versus le trou dans le CV, c'est pas facile. Puis, étant donné que j'ai un horaire complètement chaotique, de trouver un employeur flexible sur, il faut que les vacances soient quand ma blonde peut prendre ses vacances, puis quand les gars sont pas à l'école, puis si si les enfants sont malades, c'est moi qui m'absente, puis c'est pas facile. Mais là, il vient de se réorienter un peu dans quelque chose de nouveau, où est-ce qu'il y a un travail plus manuel, puis là, il trippe à faire ça. Puis, on the side, ce que j'ai pas dit aussi, c'est qu'en 2019, on s'est acheté une cabane à sucre. Ben oui, justement, parce que ça commence à être plate un peu. C'est ça, tu sais. Mais on a été tellement chanceux. En fait, on cherchait un chalet proche d'un centre de ski. Ça partait de là. Mais mon chum voulait une forêt parce que lui, il vient de Chapais, la banlieue de Chibougamau, là, vraiment loin, loin, loin dans le nord du Québec. Il vient de là. Fait que lui, vivre en plein centre-ville à Montréal, à temps plein, là, c'est peut-être un peu élevé. Fait qu'il avait besoin d'arbres et de nature. Puis on a eu une super chance. On a vu un terrain en face d'un centre de ski à Saint-Côme, avec une érablière, déjà aménagée en cabane à sucre, mais on s'entend là, pas commercial, là, familial tout petit, mais quand même. Fait que depuis 2019, nous sommes des producteurs acéricoles et en plus, on est des producteurs forestiers. Fait que j'ai même mon certificat de productrice forestière maintenant. Fait que je suis autorisée à suivre notre PAF, notre comment ça s'appelle donc, c'est le plan d'aménagement forestier fait que là on a des travaux à faire dans notre forêt pour avoir des crédits d'impôt. Fait que là je suis rendue une farmer
un, là. C'est ça. C'est juste que ce que je jardine, c'est des arbres. Fait que je me promène dans le bois avec une hache. C'est le fun. Je présume que lui, il a eu son compte aussi dans la pandémie, là. C'est le genre de place qui devait être populaire. Oui, ben c'est ça, c'est que pendant la pandémie, avec l'école à la maison puis tout ça, là, ben puis avec le centre de ski en face qui ouvrait de temps en temps, ben en fait, c'est plus le deuxième hiver, là, mais qui avec la distanciation puis tout ça, mais vraiment, là, c'est d'être dans le fin fond des bois. Moi, je savais qu'il était en sécurité, fait que j'avais la paix d'esprit, là, je savais qu'elle allait pas croiser personne d'autre que des chevreuils ou des ours dans le bois. Fait que c'était parfait. Fait qu'à ce moment-là, ben j'ai pu travailler sur la cabane en masse. Fait que ça, j'ai senti que ça y a fait du bien. Mais il était avec les enfants tout le temps. Fait que pendant des longues périodes de temps, moi, je les voyais pas. J'essayais de condenser mes chiffres, puis là, ben, j'essayais de me rendre une semaine pour aller les voir. Mais c'est ça, encore, là, c'est lui qui a eu le gros de la charge familiale pendant cette période-là. Mais il pouvait s'amuser dans le bois en même temps. Fait que là, t'as géré l'urgence pendant la pandémie. 2 ans ou Ouais, en co-gestionnaire de cogestion, ouais. l'urgence qui finit par être un peu comme tu soulevais ce que tu disais tantôt, tu sais, ça ressemble un peu au genre de travail que tu faisais quand tu étais infirmière dans le temps. Après ça, un autre poste de gestion. Je me souviens plus de l'acronyme. Ah, c'est en fait ça existe plus maintenant là, mais c'était OK. responsable local du DRMG. Fait que OK. c'est pour le directeur régional des effectifs médicaux. Une affaire comme ça, j'oublie les termes parce que maintenant c'est des TMF là, mais c'est tout ce qui est recrutement médical en médecine de famille pour la région. Fait que notre région nous c'était 280 quelques médecins. Là. Fait qu'un recrutement de 20 à 25 médecins par année. Puis après ça, le GMFU. Ouais, OK. C'est bon. Oui. OK. Puis le GMFU, ton implication, parce que là tu dis ça t'a été offert, est-ce que c'était même dans la minutie, dans la création des cours que tu disais tantôt? Oui, ben en fait Est-ce que la clinique comme telle aussi, physique ou juste ouais. Oui, les tout là? plans, tout. Oui, parce que pour revenir au moment de la cogestion de l'urgence, un de mes dossiers à moi, c'était tout ce qui était le bâtiment, l'immobilier, fait que tout ce qui était travaux. Fait que tout ce qui était travaux dans l'urgence, on a fait 2 nouvelles sections dans l'urgence, ça c'était mon champ de un de mes dossiers. Puis pour la clinique, ben c'était un peu la même chose. Tout le monde travaillait aussi sur les plans, mais moi je tripais là quand je regardais les plans, à décider l'orientation des salles d'examen, comment on va mettre les tables et tout ça. Puis un autre des dossiers que j'ai encore maintenant, c'est le projet de l'agrandissement de Pierre Boucher. Fait que tout ce qui est la nouvelle urgence de Pierre Boucher qui s'en vient, qu'on attend juste que le gouvernement dise oui, là, on est rendu, on est prêt, là. Nos plans de vie on est presque au définitif, là. Fait que tout ce qui est création, architecture, le côté créatif, là, ça me fait du bien. Fait que oui, dans la création du GMFU, il y a eu la partie immobilière aussi de regarder le bâtiment, comment on fait, mais on faisait tout en équipe. Fait que c'est pas juste moi, genre, c'est tout le monde ensemble, on faisait ça. Fait que c'est vraiment dans le détail de combien de bureaux on a besoin, nos salles d'enseignement, qu'est-ce qu'on a besoin. Vraiment, on partait de rien du tout, là. Puis là, c'est fait et ça roule. Puis les roulottes vont pas avoir duré ben longtemps. Non, nous, on était là 2 ans seulement dans les roulottes. Mais tout le monde se bat pour avoir ça, là. Parce qu'il y a plus de place dans notre hôpital, là. C'est pour ça qu'on a un petit message politique. Nous avons besoin de l'agrandissement de l'hôpital Pierre Boucher. On en a besoin. Comme beaucoup d'endroits. Oui. Ah, mais nous, c'est vraiment, parce incroyable. on s'est fait bypasser par plein d'autres projets, là. Fait que là, c'est notre tour. S'il vous plaît, c'est vraiment notre tour. Arrêtez, là. T'as plus de maisons neuves qui tombent en ruine, là. Là, c'est à notre tour. C'est noté. On va envoyer le podcast à la Oui, c'est direction. ça. Juste revenir aussi sur une mention que tu faisais, tu sais, février 2026, tu dis que ça a cogné, que tes collègues t'ont ramassé essentiellement. Là, c'est quoi que tu veux dire par ça? Que t'as tapé le bout? C'est quoi ça? Euh, j- plus
aucune capacité de réflexion, j'étais assise à mon bureau, fallait que je prépare un cours pour le lendemain, je savais que je faisais mon rendez-vous le soir, que j'allais superviser, que après ça, je m'enlignais ma fin de semaine de chiffre à l'urgence, puis là, la saison des sucres qui s'en venait, puis fait que là, ma to-do, là, était infinie, puis je voyais pas quand est-ce que j'allais avoir un moment pour me reposer, puis j'étais déjà épuisée avant de commencer cette journée-là. Je me levais de plus en plus tôt pour commencer mes journées plus tôt, je me couchais de plus en plus tard pour finir mes journées plus tard, fait que je coupais dans mon sommeil, je coupais dans mon temps de repos, puis là, c'était rendu que le travail, là, était dans toutes les craques qui restaient de ma vie. J'avais plus aucun espace en dehors du travail, puis quand j'en avais, je savais même pas comment l'occuper ce temps-là parce que c'était tout le temps que ça. C'est de la façon que je planifiais mes horaires, c'était tout le temps optimisé pour essayer de rentrer le plus de chiffres d'urgence pour que ça marche, essayer de mettre toutes les supervisions pour que ça marche pour le GMFU. Fait il y avait juste plus de place. Puis là, cette journée-là, ça a été tout a flanché. Là, j'étais juste plus capable de... Tu sais, je voyais pas... J'avais même plus la concentration de me dire, OK, il faut que je monte un cours demain, là, pourtant, c'était un cours simple à monter, là. C'était d'enseigner les gardes en établissement, tout ça, aux résidents. C'est quelque chose que je maîtrise, que je fais quasiment tous les jours à l'urgence de mettre quelqu'un en garde. Et là, juste de planifier un cours, j'étais plus capable. J'avais plus aucune... C'est ça, c'était comme... J'avais l'air d'un poisson frit, finalement, là. J'étais plus là pendant tout. Ouais. Puis j'avais plus de fun. Là, j'avais plus de fun. Alors que d'habitude, j'ai du fun à travailler. Mes patients de bureau, j'ai du fun avec eux. Tu sais, à l'urgence, j'ai du fun à travailler. Mais là, j'avais plus de fun pendant tout. Puis c'est pour ça qu'avant, je le percevais pas comme un sacrifice de travailler autant parce que j'avais du fun à le faire. Fait que, tu sais, c'était pas une charge, c'était pas un fardeau. Mais là, c'était rendu une job. Tu sais, comme si je punchais, là, mais c'est parce que là, je punchais plus, j'étais tout le temps on. C'est juste trop, là. Puis, il a fallu que je ralentisse parce que j'avais envie d'avoir du fun en dehors de la job aussi. Là, j'avais plus de fun dans la job, mais en plus, j'avais plus de fun en dehors non plus parce que j'avais plus de lousse du tout. Fait que quand j'allais dans ma forêt, j'étais tellement fatiguée que je passais mon temps couché, je sortais même plus pour aller faire du snow parce que j'étais trop fatiguée. Tu sais, mes enfants me disaient, hey, viens jouer. Non, trop fatiguée, tu sais. Aller promener les chiens, ouf. Non, va juste tout seul promener les chiens, je suis plus capable. Tu sais, c'était à ce point-là, je m'entraînais plus, alors que tu sais que quand on s'est connus, je m'entraînais vraiment beaucoup, là. Puis par la suite, j'ai continué à m'entraîner, mais là, depuis quelques années, je négligeais ma santé. C'est ça, c'est tout ça qui a explosé le 4 février cette année. Le 4 février. Oui, non, je me rappelle. Là. Non, mais merci de partager. Je pense que ça va résonner avec beaucoup de monde aussi qui écoute parce que ça arrive souvent, plus souvent qu'on peut penser à des collègues. On a cette tendance-là un peu, tous un peu similaire. C'est quand même des épreuves, tu sais, difficiles, puis c'est bien justement que tu sois capable de mettre des mots dessus là. Mais tu sais, une fois qu'on est rendu là, qu'est-ce qu'on fait? Première étape, on se met en petite boule puis on braille. OK. C'est nécessaire. OK. En tout cas, peut-être que ça passe pas par les larmes pour tout le monde, là, mais ça fait vraiment du bien. Fait que moi, j'ai braillé et morvé sur 3 de mes collègues consécutivement à 1 heure d'intervalle dans ma clinique. Ça a été parfait. Puis après ça, faut s'arrêter. Faut s'arrêter. Puis il faut accepter que ça va être long. Puis une des choses, en fait, là, je réfléchis à comment je me sentais à la fin, là. Je me sentais tellement hypocrite quand j'enseignais à mes patients quoi faire pour aller mieux, là, parce que je faisais tout le contraire. Mais tout! Moi, j'enseigne tout le temps les 4 tiers, là, qui m'avaient été transmis par des patrons très sages. Pour aller mieux, je dessine à mes patients un cercle que je divise en 3 pièces de temps, puis un rond au milieu. Une des pointes de temps, c'est les habitudes de vie. Ça, c'est la partie plate, qui demande beaucoup d'efforts à faire. Bien dormir, bien manger, s'entraîner. Hein? Bon.
On le sait tout. On le sait tout. Faut faire. Après ça, il y a l'autre point de perte, ben, c'est la thérapie. T'sais, ça peut prendre toutes sortes de formes, la pleine conscience, des audiobooks, de voir un thérapeute, mais il y a une démarche de réflexion qui est nécessaire pour aller mieux. Il y a une autre carte qui est la médication. Puis c'est pas obligatoire pour tout le monde, puis c'est pas magique non plus. Mais ça peut libérer de l'énergie pour mettre en place le tiers des habitudes de vie là, qui est dur à faire. Ça peut aider, tu sais. Puis tout dépendant des symptômes qui sont là. Moi, j'étais figée. Moi, c'était l'anxiété. Vraiment, là, je paralysais, je figeais complètement. Puis typiquement, la place où je fige le plus souvent, c'est debout dans ma chambre devant mon garde-robe. Souvent, parce que j'arrive plus à choisir qu'est-ce que je vais mettre dans la journée pour sortir ma journée. Fait que ça va pas bien, là. Hein? Barack Obama, lui, c'était simple. Il choisissait jamais qu'est-ce qu'il portait pour éviter d'avoir une décision de plus à prendre dans sa journée. Bon, moi, j'ai pas les moyens de payer quelqu'un pour ça. Le scrub, moi, là, j'ai simplifié ça. Mais voilà, tu vois, c'est simple pour la santé mentale, ça, de réduire les décisions. Ah ouais. Puis, après ça, quand je dessine mon cercle à mes patients, ben, le cercle qui rentre au centre, c'est l'arrêt de travail, qui peut prendre toutes sortes de formes et de grosseurs. Il y en a qui ont besoin d'un arrêt de travail complet qui va couvrir tout, puis d'autres juste un petit peu. Puis moi, dans mon cas, c'était entre les deux. Il fallait que je ralentisse, mais il fallait que je garde un ancrage. Puis pas juste financièrement. Oui, financièrement, on s'entend, là, quand on est travailleur autonome. Fait que quand on travaille pas, il y a pas d'argent qui rentre. Mais j'avais besoin d'une structure quand même. Tu sais, de me dire, j'ai un horaire, cette journée-là, je me lève, on va travailler. Tu sais, puis quand je prenais mon auto, parce que j'allais travailler à l'urgence. Le bureau, j'étais plus capable parce que c'est comme si tous les dossiers de mes patients restaient ouverts dans ma tête. Et j'avais tout le temps 300 dossiers minimum ouverts dans ma tête, en plus des patients, des résidents, des notes à approuver. Fait que j'avais beaucoup de dossiers dans ma tête. Tandis qu'à l'urgence, quand le chiffre est fini, là, on transfère au prochain. Fait que quand on arrive chez nous, là, on sait que la POC est passée puis est en sécurité. T'sais, fait qu'on peut décrocher puis fait que ça, je sentais que j'avais besoin de continuer ça. Fait que je continuais mes chiffres. Le même nombre, 8 par mois. J'ai continué ça. Mais le reste du temps, ben, je me suis effoirée. Puis à cause de ma patte, là, j'avais la patte cassée. Fait que ça aidait à être effoirée. Je pouvais pas aller gambader partout. Puis bon, j'avais un I walk free. Je sais pas si c'est quoi. C'est un genre d'attelle qu'on accroche sur le genou qui fait qu'on peut marcher, mais on a l'air de marcher sur une patte de pirate. Fait que quand j'étais de face, les gens pensaient que j'étais amputée. En gros, là. Fait que je me suis trimballée de même pour travailler à l'urgence avec ma patte cassée. Mais c'est fou comment une blessure physique, là, quand on retourne travailler, on est un héros. Hein? Tu sais, wow, tu viens travailler, même si tu as le pied cassé. Écoute, il serait parti seul, mon os, là. Je fais rien présentement, il est dans un aircast. OK, je fais rien. Mon os est pété, puis c'est parce que c'est une niaiserie, mes chiens m'ont tiré, puis je me suis effoiré le pied. Puis ça, tu sais, tandis que se reconstruire, puis se rebâtir après un épuisement, là, c'est du travail. Ça se fait pas tout seul. Puis j'ai en tête probablement qu'il y a plein de gens avec qui je travaille qui avaient pas vu à quel point j'étais épuisée à ce moment-là, parce que, ben, quand on est au travail, ben, on se met à on, puis go, c'est parti. Puis là, comme une impérative, ben, je saute partout, tu sais, jusqu'à temps que je m'effoire. Fait que, c'est ça. Là, il a fallu que je m'effoire chez nous. Puis, ça a pas été facile. Au début, j'ai comme eu la lune de miel de dire, j'ai du temps devant moi, là. Je suis comme, j'ai du temps. Puis après ça, est venu des attaques de panique assis dans mon divan à rien faire. Parce que là, j'anticipais. OK, mais là, faut que je revienne. Mais là, puis... Fait que là, tu sais, j'aurais souhaité une autre pandémie. J'aurais su, il était où le danger, là. J'aurais pas eu besoin de m'en inventer des problèmes. Mais c'est ça. Fait que le printemps a quand même été très difficile. Puis ma réflexion, c'est fini cet été pour ma pratique au bureau. Parce que une fois que ça allait mieux, là, en juin, ça a commencé à aller vraiment mieux. J'ai pris plaisir à faire des choses, à sortir promener mes chiens. Sans la glace, ça évite des fractures de pied, je peux le dire. Fait que là, je suis plus prudente avec mes chiens aussi. 2 gros chiens. Puis c'est ça, j'ai de voir le soleil, voir la lumière du jour, dans le jour, parce que moi, c'était comme un gag, là, chez nous, tu sais, mes enfants, je partais avant qu'ils se lèvent, je revenais, il faisait noir, tu sais, je voyais pas la lumière du jour, là. Je voyais plus le soleil quand je travaillais de nuit, parce que quand je sortais de travailler, au moins, il faisait soleil. Mais c'est ça, je voyais, fait que juste d'être dehors, ça a tellement fait du bien. Et j'ai eu des premières vacances où
j'ai pas travaillé. Et là, j'ai été capable de décrocher. Ça faisait 6 ans que j'avais pas décroché. Puis là, hey, on y prend goût à ça. C'est le fun. C'est le fun, juste rien faire. Ou prendre un livre puis de le lire pour le fun. J'avais pas lu de livre pour le plaisir, là. Je parle pas d'étudier, là. Depuis, je me rappelle pas combien d'années. Fait que là, de m'asseoir et de lire un livre, wow! Et faire du paddleboard, jouer dans l'eau, pogner un coup de soleil, en tout, parce que j'ai oublié de me crémer, parce que j'y pense plus à ça vu que je vois pas le soleil du jour. C'est ça. Fait que, tu sais, de reconnecter avec les petites choses de la vie, aller faire l'épicerie. Hey, c'est cher l'épicerie aujourd'hui. Ça faisait des années que j'avais pas fait ça, moi, l'épicerie. Hein? Je pensais que mon chum, il flambait l'argent quand il allait à l'épicerie, mais non, c'est ça que ça coûte. C'est ça. Ah, c'est cher, c'est cher. Fait que juste d'avoir le temps de faire ces choses-là, puis pas d'être tout le temps dans le rush à dire « Hey, mais là, je suis en train de faire ça, mais je serais supposée être en train de faire ça. » Puis de se sentir coupable, peu importe ce qu'on fait, parce que on serait supposé être en train de faire autre chose. Hey, on est tellement bien qu'on peut juste faire une chose à la fois. Ah! Fait que, bref, tout ceux qui travaillent trop, là, ralentissez. Puis c'est correct, parce que un de mes constats, parce que je peux le dire, là, je suis une vieille nurse, mais je suis une jeune docteure encore. Mais ça fait longtemps que je gravite dans le réseau, là, tu sais, que j'ai commencé mes études en soins infirmiers en 99. Fait que, hein, dans le temps, il y avait juste 4 traitements pour le diabète. Hein, l'insuline rapide, la lente, le metformin, puis l'autre qu'on prescrit plus, là, que j'oublie tout le temps le nom. Mais bref, il y avait juste ça à mon époque. Fait que ça trahit mon âge. Euh, fait que ça fait longtemps que je suis dans le réseau. Puis je l'ai vu se dégrader. Vraiment beaucoup. Parce que j'ai commencé ma pratique comme infirmière à Québec. Puis après ça, j'ai déménagé à Montréal 6 mois après. Puis déjà, entre les deux villes, il y avait un décalage de 10 ans. À Québec, on cherchait de la job comme infirmière en 2002. Il fallait être disponible 24 heures sur 24 pour avoir une garantie de 4 jours par quinzaine. Puis ça pouvait être n'importe quand. Là. Ils pouvaient nous appeler, là. Puis des fois, ils nous appelaient, on arrivait, puis ils nous garantissaient de travailler 3 heures. Mais s'il y avait besoin de nous, après ça, ils nous renvoyaient chez nous. Fait que c'est les noms du travail qui étaient appliqués. Ils nous payaient le 3 heures, puis après ça, bye-bye. Puis là, j'arrive à Montréal, puis ils me disent, fait que là, tu veux un temps plein de jour, de soir ou de nuit? Hein? C'était pas la même chose. C'est que déjà, la pénurie à Montréal était amorcée, puis la pression sur le réseau était vraiment plus là qu'à Québec. Maintenant, c'est pas mal partout au Québec là que c'est répandu, mais le réseau s'est détérioré, puis la pression sur les individus, puis la capacité de compensation des individus pour un réseau qui est magané est à son maximum. C'est que si on laisse le poids sur les individus de régler les problèmes du réseau, c'est la recette parfaite pour l'épuisement, autant des médecins, des infirmières que des gestionnaires aussi, parce qu'on leur coupe le budget, puis on leur dit « fais plus avec moins », puis si tu réussis pas, on va te couper encore plus. C'est ça que nos gestionnaires vivent. C'est épouvantable. C'est comment on peut donner un bon service, une bonne qualité de soins quand on n'a pas les ressources pour le faire. Puis tant qu'il y aura pas un courage politique de changer les choses, ça va rester comme ça. Parce que c'est tellement plus facile de cibler les individus. Après ça, quand il y a une erreur, quand il y a quelqu'un qui meurt, tu sais, versus dire, hey, c'est le système au complet qui a contribué à cette erreur-là, là. Tu sais, le médecin que ça fait 10 jours en ligne, qui te garde, qui dort pas, ça se peut qu'il en échappe. Une affaire à un moment donné. Puis on n'a pas de bon système informatique pour tracker nos trucs. C'est pas normal que mon petit colis à 2 piastres, je sois capable de savoir il est rendu où en Chine, mais que je suis pas capable de savoir ma requête de scan est rendue où. Hein? C'est pas normal. Je pense que c'est pour ça qu'il y a eu autant de pushback de la part des médecins l'automne dernier. Tu sais, avec tout ce qui se passait, mais c'était comme tout d'un coup, c'était tout le problème du système, c'était de la faute d'individus, des médecins, alors que, comme, en tout cas, on pourrait en parler longuement de ça. Oui. Dernière petite affaire, un peu dans le même sens. Es-tu content d'avoir fait ta médecine puis d'être médecin versus avoir continué en soins infirmiers, en rétrospect, là? Ben, oui, en fait, aucun doute. Je suis vraiment contente. C'est juste que de temps en temps, j'ai des petites pensées que quand je vois mes collègues qui postent sur Facebook, « Ah, je suis rendue à tant d'années de pratique, je suis à tant d'années de ma retraite. » Fait que moi, si j'avais
continuer tous mes trucs, là, mais je pourrais prendre ma retraite dans moins de 11 ans, avec full pension. Fait que pour revenir tantôt, quand tu disais, tu sais, le petit gap de 100 000 par année dans le budget familial, là, pendant 5 ans, ben, c'est ça. Ma dette d'études est encore à rembourser. Hein? Fait que, C'est ça. s'il y a des donateurs, ça va me faire plaisir. C'est ça. Je prends les dons. Conseil pour des jeunes médecins qui commencent. Qu'est-ce que tu dis à ta gang qui viennent de finir au GMF? Je leur dis starter slow. Comme en gériatrie, là. Hein? T'sais, on part slow la médication, puis on y va lentement, là. T'sais. Parce que c'est tellement facile de dire oui. Puis les demandes sont grandes. Aussitôt qu'on a notre diplôme, là, tout le monde dit « Hey, je me cherche un médecin de famille. Hey, tu prendrais-tu en charge ma tante? Est-ce que... Ah, hey, il y a un comité. Hey, si, hey, ça. » Puis tu sais, on est tellement habitués pendant la résidence à être bombardés puis qu'on n'a pas le choix. Parce que c'est ça qui est ça, puis ça, c'est le contrat de la résidence de tout faire. Mais là, quand on devient patron, on a un certain luxe qu'on n'avait pas avant, qui est de dire non. Puis il faut apprendre à dire non, à faire des choix. Puis il y a quelqu'un très sage, parce que j'ai fait le programme de mentorat de la FMOQ il y a quelques années, donc mon mentor de la FMOQ m'avait dit quelque chose de très sage à ce moment-là. C'est quand tu dis oui à quelque chose, tu dis non à autre chose. C'est quoi le autre chose à quoi tu dis non? Ça en vaut-tu la peine? Puis là, j'avais cité mon Pierre-Yves McSween préféré. En as-tu vraiment besoin? Puis c'est quoi le coût de renonciation? Fait que de toujours avoir ça en tête quand on pratique, puis quand on se fait offrir des choses, des beaux dossiers, des choses vraiment intéressantes, ça a l'air vraiment le fun. Mais est-ce que j'en ai vraiment besoin? Puis qu'est-ce que je vais être obligée de laisser aller pour que ça fonctionne? Parce que on a juste 24 heures dans une journée, puis il faut faire des choix, on n'a pas le choix. Puis, c'est ça, faire des choix, puis dire non. Merci. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Je vois que tu es justement à cabane à sucre. Oui! Donc, j'espère que ça passe pas dans la catégorie travail, cette entrevue-là, mais bon. Oh non, c'était du plaisir, vraiment. Merci à toi. C'est vraiment agréable. Puis je veux juste répéter mon avertissement. Je suis pas un modèle à suivre, ok? J'ai fait bien des niaiseries. Fait que, suivez votre propre trace. Merci. Merci Marc-Émile. Marie-Pierre a dit 3 fois qu'elle n'était pas un modèle à suivre. J'ai apprécié l'entrevue. PAMQ, avant d'être rendu au bout, gênez-vous pas. C'est gratuit, confidentiel. Puis, si vous voulez aider, partagez l'entrevue, commentez, abonnez-vous. Puis on se rejoint dans 2 semaines.